La série sur la fatigue chronique a attiré beaucoup d'attention et j'en suis ravi parce que c'est vraiment un phénomène qui se répand de façon épidémique un petit peu dans la population. C'est pas pour rien, c'est le reflet direct de notre mode de vie, c'est le reflet direct de l'aberration du mode de vie, du rythme de vie que l'on s'impose, qu'on nous impose ou que l'on s'impose mutuellement, parce que je pense que c'est un jeu dans lequel il n'y a ni bourreau ni victime, mais c'est une espèce de folie collective dans laquelle on s'est enfoncé, folie productiviste, folie activiste, dans laquelle il faut faire en permanence, faire. Et la prépondérance du faire est une maladie vraiment lourde dans notre société. Et il y a quelques questions qui ont ressurgi de ci, de là, que j'ai pu attraper. Alors je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit question-réponse fatigue chronique qui va nous permettre d'explorer, de mettre en lumière certaines choses, peut-être certaines incompréhensions. J'ai encore 2-3 petites vidéos à faire sur la fatigue chronique. Une vidéo de recettes, c'est promis, de toute façon avant que je parte en vacances, puisqu'on parle de fatigue chronique, avant que j'arrête les vidéos là tout début août, et tout le mois d'août il n'y aura pas de vidéo, et je l'annonce déjà. Je vous remercie de ne pas nous envoyer de messages, enfin voilà, de laisser l'équipe aussi se reposer un petit peu durant le mois d'août, ça sera bien nécessaire. On a été un petit peu chahuté ces derniers temps, et donc avant ça, j'avais envie d'explorer un petit peu les différentes questions que j'ai pu attraper de ci, de là, qui permettront d'illustrer encore toutes ces questions que nous posons, illustrer encore ces possibilités, ces voies finalement pour revenir à un état qui est un état de pleine santé. Parce qu'au final c'est ça, le but c'est pas tant la compréhension que de revenir à l'état de pleine santé, que de revenir à un état d'épanouissement pour ceux qui sont fatigués, épuisés. Et je vous l'ai dit, fatigue, épuisement, dépression, manque de libido, asthénie, aboulie comme on dit aussi souvent, tout ça, ça a à voir avec la fatigue chronique. Tout ça, ça a à voir avec la fatigue chronique parce que il faut bien comprendre que fatigue chronique, ça veut dire épuisement du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, comme son nom l'indique, gère la majorité des processus autonomes dans le corps. Donc obligatoirement, quand il y a un effondrement du système nerveux autonome, il y a un effondrement de toutes les fonctions physiologiques normales du corps, qu'elles soient assimilatives, qu'elles soient éliminatives, qu'elles soient cognitives. Il y a un effondrement qui se passe. Alors on va prendre tout de suite les questions, parce qu'il y en avait qui étaient très très intéressantes. Et on va commencer par celle-là, que j'avais attrapée sur Facebook. Il y a quelqu'un qui suit bien les vidéos, Fred Mia, je prends ton pseudonyme, qui avait posé une question que j'avais retenue parce qu'elle me paraissait intéressante et vraiment très illustrative. Salut Thierry, tu n'as toujours pas expliqué pourquoi tu prétends que le cortisol crée une résistance à l'alimentation. Tu ne fais que l'affirmer. Les données montrent qu'il y a des pics de cortisol vers chaque repas, le plus élevé au réveil. En toute logique, on comprendra que le cortisol permet de mieux assimiler les macronutriments. Car si cette hormone sert à métaboliser nos réserves de lipides, protéines en énergie, pourquoi ne ferait-elle pas de même pour le bol alimentaire? Sinon, pourquoi les pics de cortisol sont enregistrés durant les repas? Outre le fait que manger trop de protéines et trop de lipides soit mauvais, ce sont des données qui font dire à une majorité qu'il vaut mieux manger protéines et ou lipides le matin. Rester toute la matinée sans rien manger, c'est prolonger le jeûne. Ok, ça permet d'éliminer, mais sur du long terme, l'effet catabolique et métabolique détruit les muscles. Dans une de tes vidéos, tu disais que tu n'arrivais pas à reprendre de muscles. Il te suffit de manger le matin pour casser le jeûne, le breakfast, et je suis sûr que tu reprendras vite du poids et du muscle. Alors, Fred, et toutes les personnes qui se sont posées ce genre de questions, il y a des éléments intéressants dans ce que tu dis. Alors, tu n'as toujours pas expliqué pourquoi tu prétends que le cortisol crée une résistance à l'alimentation. Tu ne fais que l'affirmer. Alors, je ne fais pas que l'affirmer, Fred. Le cortisol crée une résistance à l'insuline. Donc, c'est ce qu'on appelle déjà une résistance à l'alimentation. Le cortisol ralentit les processus digestifs et ralentit les processus assimilatifs. Le cortisol est une hormone qui favorise la destruction des réserves protéiques et graisseuses pour permettre l'alimentation du corps. Le cortisol ne permet pas l'assimilation du bol alimentaire, ce n'est pas son but. Le cortisol est une hormone qui favorise le catabolisme des réserves graisseuses du corps. Donc ça, c'est une évidence. Donc je prétends que le cortisol crée une résistance à l'alimentation, résistance à l'insuline et catabolisme des matériaux gras de l'organisme, protéiques, mais surtout lipidiques, qui plus est, ralentissement des processus digestifs et assimilatifs. Il suffit que tu ailles voir n'importe quel
n'importe quel relevé, n'importe quelle description de l'action du cortisol dans le corps et tu verras que c'est présenté comme tel. Alors ensuite, tu me dis, et là c'est intéressant, les données montrent qu'il y a des pics de cortisol vers chaque repas, le plus élevé au réveil. En toute logique, on comprendra que le cortisol permet de mieux assimiler les macronutriments. Sinon, pourquoi les pics de cortisol sont enregistrés durant les repas? Ouais, c'est intéressant comme question. Pourquoi est-ce que les pics de cortisol sont enregistrés pendant les repas? Pourquoi est-ce qu'on assiste à une augmentation du nombre de globules blancs dans le sang quelques heures, le temps de la digestion, après le repas? Pourquoi ces réactions? Le cortisol est une hormone anti-inflammatoire, de résistance au stress. Alors quand tu me demandes pourquoi est-ce qu'il y a des pics de cortisol pendant les repas, je vais te dire, est-ce que ça ne serait pas parce que les repas que nous mangeons sont fortement stressants et inflammatoires pour le corps? Ne serait-ce pas parce que toutes les expériences qui ont été faites avec les pics de cortisol liés au repas ont été faites avec des personnes qui mangeaient une alimentation totalement inadéquate? Et c'est le cas. C'est le cas, on se rend compte que les pics de cortisol sont minimisés avec la transformation de l'alimentation. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les pics de cortisol, tout comme la leucogénèse, donc la production de globules blancs, la leucocytose digestive, c'est-à-dire la fameuse production de globules blancs suite au processus digestif, disparaissent juste quand on modifie son régime alimentaire, c'est-à-dire qu'on se tourne vers un régime alimentaire qui est adapté physiologiquement à l'humain. Le problème, c'est qu'il y a toujours cette phrase de Coluche que j'aime bien, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Toutes nos expériences, tous nos modèles sont élaborés dans un modèle idéologique qui est un modèle qui expérimente avec des aliments qui sont inappropriés pour l'alimentation. Et dès lors, on a tôt fait de passer en normal quelque chose qui est pathologique. C'est-à-dire qu'une hyperproduction de cortisol lors des repas, ces pics de cortisol, sont un témoignage de l'état inflammatoire créé par ces aliments inappropriés au niveau du corps. Ce n'est pas quelque chose de positif, c'est quelque chose de négatif. Le cortisol est une hormone anti-inflammatoire. Que viendrait-elle faire lors d'un repas? Rien. Alors, comme on voit le cortisol lors des repas, on se dit, ah ben, le cortisol signale qu'il faut manger. Alors là, raccourci idéologique très très rapide, le cortisol signale qu'il faut manger. Non, le cortisol signale qu'il y a une agression sur les tissus. Le cortisol est l'hormone qui est produite par le corps en réponse au stress. Il en est exactement de même avec l'alimentation. Si lors d'un repas on voit une forte production de cortisol, c'est qu'il y a un fort stress. Fort stress, pourquoi? Parce que l'aliment n'est pas adapté. Et parce que c'est pas le moment de manger. C'est pas le moment de manger, c'est pas le moment de manger ça. Donc on voit le cortisol sécrété pendant les repas, donc on en déduit, le cortisol, un pic de cortisol, eh bien, indique qu'il faut manger. C'est une espèce d'inversion idéologique. C'est-à-dire que c'est le repas qui fait que, le repas inadéquat qui fait qu'il y a un pic de cortisol, et nous on en déduit que le pic de cortisol veut dire qu'il faut manger. Et donc de la même manière, on en déduit que, puisqu'il y a un pic de cortisol le matin, le cortisol étant une hormone qui réalise une véritable résistance à la nutrition, en limitant les processus digestifs, les processus assimilatifs, en réalisant une résistance à une hormone qu'on appelle l'insuline, ça fait quand même un gros paquet, on en déduit qu'il faudrait manger le matin, et particulièrement des lipides et des protéines. C'est juste fallacieux, et en pratique ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le jeûne quotidien, c'est-à-dire le fait de ne manger qu'à partir de midi, n'induisait rien en matière de perte de masse, au contraire favorise la prise de masse. C'est ce qu'en bodybuilding on appelle le jeûne intermittent. Intermittent fasting, enfin avec mon accent anglais du sud, là ça va donner quelque chose dans le genre, c'est-à-dire c'est le jeûne intermittent. Et le jeûne intermittent est extraordinaire pour brûler les graisses, bien sûr, puisqu'on laisse l'hormone cortisol faire son travail, c'est-à-dire venir déséquestrer les réserves graisseuses de l'organisme, réaliser ce nettoyage de l'organisme, et surtout on voit que finalement il n'y a pas de catabolisme protéique qui se passe. Donc c'est juste, en pratique, c'est juste non vérifié. C'est juste non vérifié. Donc une théorie c'est bien joli, il faut toujours la confronter à la pratique. Là, en pratique, ça ne marche pas, ce n'est pas validé. Et ce qui est intéressant, tu me dis, bon, dans une de tes vidéos, tu disais que tu n'arrivais pas à prendre de muscle, il te suffit de manger le matin pour casser le jeûne, le breakfast, et je suis sûr que tu reprendras vite du poids et du muscle. Mon poids et mon muscle, on m'embête avec ça, mais
j'ai quasiment le poids que je faisais quand je faisais énormément de courses à pied. Donc c'est clair qu'au début des vidéos j'étais en sous-poids massif. Je ne me considère plus comme un sous-poids massif. Je fais 55 kg. Mon poids de forme quand je faisais beaucoup de courses à pied, il était à 58. Il me manque 2 ou 3 kg. Enfin, je veux dire, c'est pas. J'ai une activité physique un peu limitée par rapport à ce que je faisais à l'époque. C'est pas étonnant. Donc tout ça, et j'ai repris tout ce poids sans déjeuner le matin, sans prendre des protéines concentrées le matin, sans prendre des lipides le matin. Je veux dire, le matin est le pire des moments pour manger, sauf si on n'a pas de production de cortisol. C'est ce que j'ai déjà dit. Donc les personnes qui sont épuisées chroniques et qui vraiment n'ont pas cette acrophase de cortisol, c'est-à-dire ce pic de cortisol, peuvent ressentir un bien-être à manger le matin. Mais là, c'est au ressenti. Et j'irai certainement pas manger des lipides et des glucides et des protéines le matin. J'irai certainement pas me lancer dans des processus digestifs complexes. Je veux dire, on est au sortir de la nuit. C'est juste pour montrer un petit peu la folie humaine et l'absence de ce que ça donne quand finalement on ne se réfère pas à la physiologie en permanence. On sort de la nuit. Pendant la nuit, on a jeûné. Le jeûne correspond à la consommation des réserves de sucre de l'organisme. Pour la bonne et simple raison que, une fois qu'on a consommé le sucre circulant, une fois qu'on a consommé le glycogène quand on jeûne, on commence à transformer les graisses en sucre de manière à avoir du sucre disponible. Donc le jeûne, c'est l'épuisement des réserves en sucre. Non pas l'épuisement des réserves en graisse ou en protéines, c'est l'épuisement des réserves en sucre. Donc dès lors, quand on sort du jeûne de la nuit et qu'on n'a pas cette hormone cortisol qui est produite finalement pour nous permettre de libérer des sucres par la transformation des graisses de l'organisme, eh bien, qu'est-ce qu'on devrait logiquement manger? Des sucres. Et franchement, moi, au petit matin, me mettre devant un œuf au plat frit avec du bacon, hein, ou devant une pastèque, mais c'est tout vu, physiologiquement, intuitivement, instinctivement, mon corps est dirigé vers quelque chose, c'est-à-dire vers les fruits. Les fruits sont l'aliment physiologique de l'humain. Après la nuit, pour rompre le jeûne, c'est le meilleur aliment qui soit. Tout le reste n'est que folie humaine, folie intellectuelle humaine. Charger un corps au petit matin alors qu'il est encore dans plein processus de nettoyage avec des protéines et des lipides, c'est catastrophique. C'est catastrophique sur le plan alimentaire, qu'on ait une production de cortisol ou qu'on n'en ait pas. Le cortisol n'est pas une hormone qui favorise la digestion des lipides, elle n'a rien à voir là-dedans. Il suffit de s'intéresser à la physiologie du cortisol. Elle vient déséquestrer, littéralement, les réserves lipidiques. Voilà, donc j'espère que j'aurai bien répondu à ta question. Allez, on va prendre fatigue chronique. Une question de... Alors, je les ai vraiment pas lues, ces questions. Alors, on va voir ce qu'elle... C'est une question de Anne-Sophie. Bonjour Thierry, je viens vers toi car j'ai une amie qui m'a parlé. Ok. Étant donné qu'il semble vouloir parler beaucoup de la fatigue chronique dépression, durant le mois d'avril, je me décide à te parler de mon histoire. En 2002, je termine mes études et je reprends le sport que j'avais mis de côté pour étudier mes examens. Je reprends 6 mois plus tard et là, malaise vagal avec perte de connaissance. Depuis, je suis toujours fatigué avec des hauts et des bas, épuisé même. J'ai eu des arrêts et maladies à répétition et sur de longues périodes, 2 ans et demi. J'ai 2 enfants et je suis frustré de ne pas faire les choses avec eux en raison de ma fatigabilité. J'ai été voir énormément de monde en 12 ans, dans les médecines parallèles et autres, et jamais on m'a parlé que le problème pouvait venir des glandes surrénales. Alors je reprends un peu espoir, mais bien sûr que ça peut venir des glandes surrénales. Mais j'ai contacté un naturopathe et qui m'a déconseillé de me mettre au crudivorisme intégralement, car elle m'a dit que dans la médecine ayurvédique, je suis vata et qu'il est déconseillé de prendre des crudités, des jus oui, mais pas en énorme quantité. J'ai des problèmes intestinaux, douleurs dans le dos, je ne sais pas d'où cela peut venir, certainement des reins. J'ai fait un gros bilan en Belgique, je ne suis pas intolérante au lait, mais un peu à l'œuf. Tu n'es pas intolérante au lait, pourtant les protéines du lait sont totalement inadaptées à l'alimentation humaine. Mais sais-tu comment on fait ces tests? C'est très intéressant. Le problème, c'est que nous mettons notre foi dans des tests, dans des valeurs, dans des notions, qui sont des notions purement fallacieuses et qui n'ont aucune tangibilité. C'est ça le problème. On se moque des personnes qui ont une foi profonde sur le plan spirituel, et en même temps, on regarde autour de nous, il n'y a que croyance. C'est-à-dire qu'on fait un test et on pense que ce test nous a tout dit. Donc, ce test nous dit, tu n'es pas allergique aux produits laitiers, donc hop, je ne suis pas allergique aux produits laitiers. Est-ce que tu as essayé avec et sans lait? Est-ce que tu as vu la différence? Ça, c'est le meilleur des tests, c'est le premier des tests. Tout le monde est allergique au lait de vache. Alors,
le lait de vache est inapproprié pour l'alimentation humaine dans la mesure où la caséine et le lactose sont inappropriés pour la nutrition humaine. Nous ne sommes pas faits pour le lait de vache, nous sommes faits pour le lait de la mère jusqu'à 3, 4 ans, 5 ans maximum, et après nous n'avons même plus les enzymes pour le digérer. Donc c'est aberrant de dire que nous ne sommes pas allergiques au lait de vache. Tout le monde réagit au lait de vache. C'est pas parce que, en fait, tout le monde réagit. C'est là où c'est fallacieux. Il n'y a pas obligatoirement une réaction immunitaire du système au lait de vache. Alors c'est pour ça que quand on fait un test allergique, qu'est-ce qu'on teste? On teste la réaction immunitaire du système au lait de vache. En vérité, ce que vont faire les protéines anormales du lait de vache, elles vont amener la congestion. La congestion particulièrement dans la partie supérieure du corps, au niveau pulmonaire et au niveau cervical et cérébral. Et ça, effectivement, un test immunitaire en immunologie allergique ne le met pas en valeur. Mais est-ce pour autant que les protéines laitières sont adaptées à la santé humaine? On voit que non, strictement non. En plus, ça conduit à la déminéralisation et à la décalcification. Il suffit d'aller voir le niveau de calcium des populations du nord de l'Europe qui sont réputées consommer beaucoup de produits laitiers. Ils sont bien inférieurs à ceux des populations du sud qui en consomment moins. J'ai des problèmes intestinaux, douleurs dans le dos, d'accord, j'ai fait un gros bilan en Belgique, j'ai un bon déficit en iode, vitamine D, fer, coenzyme Q10. Mon médecin m'a prescrit des compléments pour pallier à ces carences. Je le prends depuis un mois, il y a eu un léger mieux, mais je retombe actuellement. Je ne sais plus quoi faire pour garder mon travail, gérer ma famille et surtout sauver ma santé. Je ne peux plus sortir de chez moi car j'ai peur de faire un malaise tellement je me sens faible. Je vis dans la peur. Je suis de nature anxieuse. Je suis également suivi par un psychiatre qui me parle d'antidépresseurs. J'en ai pris quelques mois. J'étais mieux, mais j'ai rechuté après l'arrêt du traitement. La sérotonine est-elle fabriquée par les glandes surrénales? Ou du moins joue-t-elle un rôle dans sa fabrication? Quelle serait la conduite à tenir? Des jus de légumes et de fruits? Tu parles également des gélules de plantes. Quel bilan sanguin je peux faire pour savoir comment se portent mes glandes surrénales? Que dois-je faire? Bon voilà, j'entends beaucoup d'inquiétudes. Alors, bilan sanguin pour savoir comment se portent les glandes surrénales, c'est pas la peine, ça ne sert à rien. Le seul test qui est valable pour savoir un petit peu comment ça se passe au niveau des glandes surrénales, ce sont des tests salivaires. Ce sont des tests salivaires pour le cortisol qui se font en 4 prises sur la journée, chose qui n'est absolument pas pratiquée en France. Les quelques rares laboratoires qui restent en France, qui n'ont pas été disséminés et qui pratiquent encore les analyses salivaires, je ne sais même plus s'ils existent, ne le pratiquent qu'avec une seule prise sur la journée, ce qui ne veut strictement rien dire. Donc là, on est rendu. En même temps, on n'a pas besoin de ça. On a la clinique. Quand quelqu'un me parle de peur, d'anxiété, de dépression, de fatigabilité extrême, de manque de tonicité, de manque d'entrain, de manque de joie de vivre, il y a obligatoirement une fatigue profonde qui est installée là-dedans. Il y a une fatigabilité profonde. Il y a toujours, c'est le tableau classique de l'intoxication intestinale qui sature le système immunitaire et le système nerveux, et système nerveux fatigué. Les compléments alimentaires ne marchent pas parce que de toute façon c'est en rétablissant la fonction assimilative et la fonction élaborative, puisque la vitamine D elle doit être produite par le corps et on n'a pas besoin de l'apporter de l'extérieur, elle doit être littéralement produite par le corps, mais pour cela il faut qu'il y ait assez de cholestérol disponible, que le peu de cholestérol présent ne soit pas utilisé pour produire des hormones corticostéroïdiques par les glandes surrénales, c'est-à-dire qu'on ne soit pas en hyperproduction de cortisol. Et donc qu'il y ait aussi un bon état de la peau et une exposition au soleil de façon adéquate. Et qu'il y ait une membrane intestinale, une muqueuse intestinale qui permette l'assimilation de cette vitamine D. C'est tout cet ensemble qui assurera qu'on aura un apport de vitamine D suffisant. Alors, ça ne se résume absolument pas au fait de balancer de la vitamine D sous forme concentrée, comme ça, du jour au lendemain, en espérant qu'il va y avoir un mieux. Ce n'est pas le cas, ça ne marche pas. Bon, je pense que des messages comme ça, on va en avoir. On va en avoir plusieurs. Tu as des problèmes intestinaux, douleurs dans le dos, tu ne sais pas d'où ça peut venir, des reins. C'est un tableau global, on va dire. C'est un tableau global et pour moi, il y a deux phénomènes là-dedans. Il y a un phénomène digestif avec douleur intestinale, dépression. Alors on va me dire, oui, mais la sérotonine, elle n'est pas produite par les intestins, elle est produite directement dans la partie cérébrale parce que la sérotonine ne peut pas passer la barrière encéphalo-rachidienne. Ok, la sérotonine produite par les intestins ne peut pas traverser la barrière encéphalo-rachidienne. Sauf que ce que l'on voit directement, c'est que finalement, la sérotonine est le neurotransmetteur qui joue un rôle clé dans la régulation de l'humeur.
La majorité, la très grande majorité, la quasi-totalité de la sérotonine est produite au niveau des intestins et du système nerveux entérique. Si on arrête de considérer que les processus cognitifs se retrouvent exclusivement dans la boîte à poux, on commence à comprendre que les processus cognitifs sont délocalisés et ont lieu aussi dans la partie entérique de l'individu, c'est-à-dire dans la partie intestinale, que c'est à dessein que la sérotonine est produite à cet endroit-là, puisqu'elle est produite directement sur le lieu de consommation. Et donc on a tout intérêt à booster la production de sérotonine par nos intestins, de manière finalement à pouvoir profiter d'un état d'humeur, la fameuse dépression. On peut en profiter en reboostant son système digestif. Après, quand tu prends des antidépresseurs, il y a une chose qu'il faut savoir quand même qui est importante, même pour toutes les personnes qui prennent des antidépresseurs actuellement. La plupart des antidépresseurs sont des inhibiteurs de recapture de la sérotonine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu as une neurone avec un axone, je me trompe toujours sur le genre, hein. C'est un neurone et un axone, je crois, hein, mais bon, on passera. Ça, c'est pas ce qui est le plus important. Donc, un neurone avec un axone, d'accord? Cet axone se termine, donc cette petite pointe se termine par ce qu'on appelle une synapse. C'est-à-dire qu'on va venir communiquer sur le prochain neurone via une synapse. C'est-à-dire qu'il y a un petit espace entre les deux. Et là, il y a des neurotransmetteurs qui sont sécrétés, qui sont produits, hein, qui sont synthétisés pour permettre de communiquer et transmettre l'influx nerveux. La sérotonine est libérée dans la fente synaptique, donc dans l'espace entre la synapse et le prochain neurone. Sauf que si elle n'est pas utilisée immédiatement, elle est recapturée et elle n'est pas réutilisée, elle est détruite. Eh bien, la plupart des classes de médicaments antidépresseurs sont des inhibiteurs de recapture de la sérotonine. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? En pratique, ça veut dire qu'on a peu de sérotonine disponible et qu'on évite de la gaspiller. C'est-à-dire que si elle n'est pas utilisée directement pour transmettre l'influx nerveux, au lieu de la recapter et qu'elle disparaisse, eh bien, on la laisse présente dans la fente synaptique de manière à ce qu'elle puisse jouer son rôle. Donc, c'est une optimisation des stocks réduit de sérotonine. Donc, chaque fois que quelqu'un prend un antidépresseur, je lui dis deux choses. Je lui dis, premièrement, il faut remonter ta sérotonine. Et deuxièmement, effectivement, il faut optimiser l'utilisation de ta sérotonine. Et pour cela, donc, tous ces médicaments qui sont des inhibiteurs de recapture de la sérotonine, eh bien, on peut leur proposer une alternative extraordinaire, c'est le safran. Je ne sais pas si vous connaissez le safran, le Crocus sativa. Il y a un produit qu'on trouve en pharmacie qui s'appelle le safralite. Il faut le prendre en 30 mg. Et le safralite, eh bien, il joue comme le safran, qui est un adaptogène hyper puissant. Il s'est montré dans des études randomisées un petit peu en double aveugle, il s'est montré plus puissant en termes d'inhibiteurs de recapture de la sérotonine que le déroxate. Ceux qui prennent des antidépresseurs vont comprendre ce que je veux dire. Le déroxate, c'est un antidépresseur qui est massivement prescrit. Eh bien, le safran est plus efficace que le déroxate sur des cures de 3 semaines renouvelées. Et au niveau effet secondaire, il est nettement moins dangereux. Il n'y a pas la baisse de la libido, il n'y a pas l'atonie, il n'y a pas la fatigue, il n'y a pas les troubles digestifs liés à la prise de déroxate. Donc safran, ça s'appelle safralite en 30 mg. Donc ça, pour moi, c'est la béquille. Hein, c'est la béquille qui permet finalement d'optimiser les faibles ressources de sérotonine qu'on a disponibles. Et ensuite, il faut booster la production de sérotonine. Et booster la production de sérotonine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire premièrement nettoyer le système intestinal, nettoyer le système digestif et intestinal. Et secondo, fournir des aliments qui soient riches en antioxydants, riches en nutrition et qui vont pouvoir nourrir directement, reconstruire la muqueuse intestinale en apportant des minéraux directement à ce niveau-là. Et ça, avec une régénération des glandes surrénales comme on en a parlé, c'est-à-dire qui va permettre d'optimiser l'utilisation des nutriments, c'est ça qui va permettre de sortir à la fois de la dépression, à la fois de la boulie et à la fois de l'atonie. Alors, tu me parles de Vata, Fata, Pitta, moi j'y connais strictement rien, et pour moi ça c'est une mauvaise compréhension. On confond génétique et épigénétique. On confond adaptation ponctuelle à un individu en fonction finalement de l'état physiologique de son organisme et de son système nerveux et règle générale d'alimentation. C'est-à-dire dire quelqu'un, ouais, il a telle nature et il ne peut pas manger de légumes par exemple, c'est archi faux. Par contre, il est certain que si quelqu'un a particulièrement des processus digestifs qui sont ralentis, qui sont affaiblis, hein, on aura intérêt à se diriger pour lui massivement vers ce qu'on appelle des jus de légumes qui vont être beaucoup plus digestes, qui vont apporter une minéralité beaucoup plus forte parce que sa capacité, sa tonicité,
sa capacité digestive va être moindre que l'autre individu. C'est ponctuel, c'est adaptatif, on n'en fait pas une règle générale. Voilà un petit peu ce que je peux te dire, j'espère que ça pourra te guider. Alors question aussi, j'en ai vu pas mal des comme ça, sur le travail de nuit. Une question de Patricia. Bonjour à toute l'équipe, je travaille de nuit et me demandais si cela pouvait avoir un impact sur la bonne santé des glandes surrénales. Oui. Si oui, comment minimiser au maximum cet impact? Merci, désolé. Ok. Oui, ça va avoir un impact sur la bonne santé de tes glandes surrénales. La nuit est faite pour le repos, on a des rythmes. Alors, au niveau des rythmes, je ne désespère pas de pouvoir interviewer une amie qui est spécialiste un petit peu des rythmes chronobiologiques. On va essayer de faire ça. Je vais essayer de la coincer pour la faire parler. Au niveau des rythmes, on se rend compte qu'il y a des rythmes incontournables dans le corps humain. Par exemple, tous les processus biologiques sont articulés autour d'un rythme de 7. Hein, c'est-à-dire 6, 1, 6, 1. 6 jours d'activité, 1 jour de repos. Tout est bâti de cette manière-là. D'ailleurs, c'est ce qui me fait dire sans cesse qu'il n'y a pas un hasard dans cette façon dont nous sommes créés. Il n'y a aucun hasard là-dedans. Et ce rythme de 6-1, on le retrouve à toutes les échelles du vivant. Eh bien, pour les productions de cortisol, c'est exactement la même chose. Et dans ce rythme de 6-1, on montre que finalement, l'important n'est pas le jour qu'on va choisir en repos, l'important est de maintenir une régularité, de choisir toujours le même jour et d'avoir un rythme 6-1, 6-1, 6-1. Au niveau du travail de nuit, la meilleure des façons de minimiser cet impact, c'est surtout de ne pas avoir de grande variabilité, c'est-à-dire de faire un mois de travail de nuit, puis après un mois de travail de jour, puis après un mois de travail de nuit, puis après un mois de travail de jour. S'il y a travail de nuit, il vaudrait mieux que ce soit quelque chose de continu pour permettre une adaptabilité au corps. Pire que ça, j'ai vu des individus qui sur la semaine alternaient travail de nuit et travail de jour. Alors ça, c'est extrêmement délétère parce qu'il n'y a pas de capacité d'adaptation du corps. Et c'est ça qui est vraiment dangereux pour les glandes surrénales. Après, effectivement, la nuit est le temps normal pour le repos et la régénération surrénalienne. Si tu ne fais pas ça, si pendant la nuit tu travailles, ça va compliquer les choses. Quelles seraient les recommandations que je ferais? Elles sont toujours les mêmes. Déjà, diminuer les processus digestifs. Les gens qui travaillent de nuit, je leur conseille de peu manger, de jeûner pendant la nuit ou de s'alimenter avec des jus ou avec quelques fruits, mais une alimentation la plus légère possible, histoire d'en plus de ne pas drainer de l'énergie digestive. Ensuite, il faut bien dormir. Donc dormir un petit peu le jour au maximum. Il y a une chose qui est importante aussi la nuit, c'est l'exposition à la lumière. Le type de lumière qui va être utilisé dans les locaux dans lesquels tu vas te situer est important. Je prendrai des ampoules lumineuses qui ont un spectre qui est proche de la lumière du jour et non pas des ampoules qui finalement qui ont un spectre dénaturé. Je ne prendrai pas des ampoules basse consommation halogènes parce qu'au niveau électromagnétique elles sont extrêmement polluantes et travailler toute la nuit au contact directement de ces champs haute fréquence, c'est extrêmement dangereux pour l'individu. Donc je changerai, je reprendrai, tu sais, il y a les ampoules basse consommation qu'on appelle fluorescentes. Sur le plan écologique, alors bien sûr ça consomme moins, mais alors sur le plan électromagnétique, c'est une véritable catastrophe. Et je préfère toujours moi recommander l'utilisation d'ampoules classiques, la bonne vieille ampoule à incandescence. Alors on la trouve plus l'ampoule à incandescence, c'est dommage. Mais au niveau électromagnétique, c'était bien supérieur, bien moins dangereux. Et maintenant, il y a les ampoules halogènes, mais simples, et c'est ce que je recommande parce qu'au moins on n'a pas ces... Je crois que c'est les transformateurs basse fréquence ou haute fréquence, je ne sais plus, mais qui créent un champ électromagnétique extrêmement perturbant pour les individus qui sont à proximité de ces éclairages. Donc moi je verrai l'inconvénient de l'éclairage. Oui, il va y avoir perturbation du fonctionnement surrénalien, c'est pour ça qu'il va falloir limiter les dégâts. Limiter les dégâts en limitant les processus digestifs, en limitant finalement l'excitabilité pendant cette période-là, donc essayer de travailler au calme, au maximum au calme. Je ne sais pas quel travail tu fais, mais d'habitude la nuit, on travaille plutôt au calme, et puis soutenir ton fonctionnement surrénalien. Là pour le coup, là moi je balancerai régulièrement, de façon continue, des plantes adaptogènes, réglisse, astragalles, éleutérocoque, sont vraiment excellentes pour régénérer tout ça. La rhodiola est excellente aussi, l'ashwagandha aussi est excellente. Et là, je les prendrai en cure permanente, quasi permanente. Et d'ailleurs, ça c'est souvent une question qu'on me pose. On me dit, oui mais les plantes, combien de temps faut-il les prendre? Comme si c'était un médicament. C'est pas un médicament.
c'est pas un médicament. Les principes actifs dans les plantes qui sont dites médicinales sont simplement les principes actifs que l'on devrait trouver en règle générale dans notre alimentation, qui en est privée parce que nos aliments sont de plus en plus dénaturés. Et souvent je dis, mais c'est des produits souvent qu'il faut prendre tout le temps, parce que c'est un manque dans notre alimentation, c'est pas quelque chose qu'on va prendre pour résoudre un problème. Effectivement, au début, ça va venir pour répondre à une finalité, mais ensuite, ça va simplement être quelque chose de normal à prendre dans notre alimentation. Voilà, donc moi je prendrai beaucoup de plantes adaptogènes, je limiterai les processus digestifs pendant la nuit, et je ferai attention à l'éclairage. L'éclairage, il a aussi une influence très forte sur le système endocrinien. Peut-être que travailler avec des lunettes qui modifient le spectre lumineux et qui évitent la fraction bleue, hein, qui est la plus perturbante pour tout le système endocrinien, glande pituitaire et glande pinéale, ça serait intéressant. Il existe des lunettes qu'on appelle, je sais qu'il y a une marque qui fait ça, ça s'appelle Bio-Optique. Ça vaut une cinquantaine d'euros, mais elles sont, ça dure très très longtemps. Bio, BIO et Optique OPTIK, hein, qui sont des lunettes dont le verre est un petit peu orange et qui bloquent la fraction bleue de la lumière et qui permet d'avoir moins de perturbations sur le système endocrinien. Voilà, c'est des petits aménagements avec lesquels je jouerai pour le travail de nuit. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question. Alors, question de Arnaud. Bonjour à toi, Thierry. Désolé pour le tutoiement. Non, non, mais tu peux me tutoyer. Hein, on est tous frères et sœurs, donc il n'y a pas de problème. J'ai pas besoin de vous, j'ai pas besoin de mise à distance. Ça rime à rien. C'est juste du cinéma. Donc, et bonjour à toute l'équipe. Ok. Alors, c'est grâce au site de l'Uranduro 7D12D que j'ai pu m'initier à ton travail en décembre dernier et tester les jus de légumes dès début janvier. Toutefois, je suis totalement épuisé, déprimé depuis quelques années. J'ai 30 ans et j'ai dû arrêter le sport, musculation plus cardio, depuis 2 mois, alors que pendant 7 ans, j'en ai fait 6 voire 7 jours sur 7. En plus de cela, s'ajoutent des problèmes de peau, acné, plus psoriasis, eczéma, ce qui accroît la dépression. C'est grâce à ta dernière vidéo sur la fatigue chronique que j'ai compris qu'il ne fallait pas boire 1 litre d'eau au réveil pour les personnes comme moi, vu qu'il s'agit visiblement d'un trouble des surrénales. Tu es certainement épuisé à ce niveau-là. Or, depuis octobre dernier, j'ai investi dans un sauna pour purifier la peau. J'ai peur de faire pire que mieux. Allons. De plus, dès que je prends du psyllium, tous les boutons reviennent. Je suis perdu et je ne sais plus quoi faire, même en visionnant les vidéos. Je continue toujours les jus, carottes, concombres, citron, pommes, céleri, branches, et un peu de psyllium, plus une exposition au soleil. Mais que c'est long. Me conseilles-tu d'arrêter de courir pour que je me rétablisse complètement? Alors, première des choses, oui, quand une personne est en épuisement chronique, je conseille effectivement d'arrêter la course à pied ou d'arrêter. Il y a un temps pour tout. Si une personne est en épuisement chronique, il est temps de se reposer. Le temps pour le travail, pour l'effort physique, ça sera après. Alors, un peu de marche à pied, ok. Un peu de trampoline sans décoller les pieds, c'est pas mal aussi, ça d'osciller. Ça permet de vraiment travailler le système lymphatique. Je dirais presque que c'est l'exercice idéal, ok. Mais ensuite, non, se lancer dans la course à pied, de la musculation, des choses vigoureuses, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Dois-je reprendre la musculation en septembre? Ça, c'est toi qui vois, mais moi, si j'étais épuisé, je ne reprendrai pas la musculation. J'attendrai un petit peu. Dois-je arrêter de boire autant d'eau? Alors, la question de l'eau, elle est revenue pas mal, la question de l'eau. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le problème, c'est pas tant de boire de l'eau ou de ne pas boire de l'eau, c'est de boire de l'eau sans apport minéral, sans apport sodique particulièrement. C'est pour ça que, moi je dirais, si tu dois boire de l'eau, et si tu veux boire de l'eau au réveil, et si tu es épuisé au niveau surrénalien, moi je te conseille de mettre un petit peu d'eau de mer. Tu n'as même pas besoin de l'amener à l'isotonie, hein, tu peux l'amener à l'hypotonie, hein, c'est-à-dire tu mets un petit verre d'eau de mer dans 1 litre d'eau et tu consommes ça. Alors là, tu vas avoir un apport suffisant en minéraux, sodium, potassium, qui va faire que finalement ton eau va être utilisée et fixée, ne va pas se contenter de diluer le sang. Diluant le sang, ça va augmenter la fuite de sodium et ça va ne faire qu'encore aggraver la fatigue et l'épuisement surrénalien et la déshydratation cellulaire profonde, comme je l'ai expliqué dans la vidéo. Donc pour toutes les personnes qui se posent des questions par rapport à cette question de l'hydratation, je dirais, c'est pas un souci de boire de l'eau à partir du moment où, si la personne est épuisée, ben, l'eau est accompagnée d'une quantité de minéraux suffisante. Alors, soit un jus,
hein. Et on peut par exemple étendre un jus de légumes, je sais que c'est moyen au niveau du goût, mais on peut très bien étendre un jus de légumes avec de l'eau, hein, si on tient à s'hydrater. Dans l'idéal, moi je dirais l'eau présente dans les fruits et dans les légumes est largement suffisant et parfaitement adaptée. C'est une eau la plus pure, la plus physiologique, chargée de minéraux les plus assimilables possibles. Pour moi, c'est la réponse. Et je dirais même quasiment que toute l'hydratation d'un individu qui est en épuisement chronique pourrait passer par des jus de légumes, surtout si on y rajoute encore un peu plus d'eau de mer, on a un petit kick en plus, un kick au niveau minéral et au niveau sodique. La vraie question c'est ça, c'est a-t-on les minéraux nécessaires pour supporter une telle quantité d'eau? C'est pas bois de l'eau, ne bois pas de l'eau, c'est a-t-on une quantité de minéraux nécessaires? A-t-on suffisamment de production d'aldostérone pour retenir ce sodium? Parce que si on n'a pas de production d'aldostérone suffisante, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une fuite de sodium, on a une fuite d'eau. Donc on a envie de boire de l'eau, mais en fait c'est pas de l'eau qu'il faut apporter, c'est de l'eau et du sodium. De l'eau, du sodium et puis les autres, pas mal d'autres minéraux aussi, du potassium, parce que en même temps que la fuite du sodium, on voit une fuite de potassium. Si on ne rapporte que de l'eau, on a raté la moitié du problème. C'est ça la question, c'est juste ça. C'est là où physiologiquement parlant ça se défend. C'est-à-dire qu'on refait le schéma, hein, pas assez de production d'aldostérone, donc ce qu'il devrait verrouiller un peu et assurer finalement une quantité de sodium stable dans le corps et une quantité hydrique stable dans le corps, fait que finalement, eh bien, on perd du sodium et on perd de l'eau. C'est ce qui fait que les gens qui sont en fatigue chronique sont souvent en déshydratation profonde. Ils ont la peau sèche, ils ont la bouche toujours sèche, ils ont toujours besoin de boire de l'eau et en même temps ils boivent de l'eau et ils ont toujours soif. Et ces gens-là, le jour où ils découvrent les jus de légumes, ils disent c'est pas possible, j'ai l'impression que je revis, je me gorge de jus de légumes. Eh bien oui, pourquoi? Parce que ce qu'il leur fallait, c'était de l'eau et des minéraux, que de l'eau toute seule ne pouvait pas remplir le besoin. Ça paraît très simple, ça paraît extrêmement simple, et pourtant c'est très peu connu. Donc cette question de l'eau, elle est importante. Donc dans l'idéal, je dirais que la meilleure des façons de l'apporter, c'est avec des jus de légumes principalement. Si on n'a pas ça sous la main, avoir un petit peu d'eau de mer par exemple, et dans le pire des cas, je dirais vraiment dans le pire des cas, plutôt que de boire de l'eau toute seule quand on est épuisé, quelques petits grains de sel dans l'eau, c'est déjà mieux que rien. C'est déjà mieux que rien. C'est pas la solution parce qu'une très faible fraction du sel, du chlorure de sodium est biodisponible, c'est très déséquilibré, mais bon, il n'empêche, ça peut déjà faire son petite œuvre. Alors, et j'espère que ça saura t'aider. Donc, est-ce que tu reprends la musculation? Non, pour moi, il y a un temps pour se reposer. Il y a vraiment un temps pour se reposer et il est important. À ce moment-là, dans ce temps pour se reposer, moi, je te parle un petit peu de comment, alors que j'étais dans un épuisement profond, très très profond, que j'ai continué à avoir un rythme de vie, un rythme de travail actuellement qui est élevé, on va dire, hein, pour être gentil, qui est très élevé. Comment est-ce que j'ai pu avoir une régénération des glandes surrénales? C'est avec à la fois les jus en très très grande quantité et en utilisant une quantité massive de plantes adaptogènes qui permettaient de contrecarrer les effets finalement d'un rythme de vie qui n'était pas encore idéal. Voilà. Alors question de Claire. En phase 1 de fatigue chronique, je m'interroge sur l'avenir. Par exemple, après guérison des surrénales, peut-on espérer reprendre un peu de poids? Carrément. Gagner un peu de volume au niveau de la poitrine? Carrément. Ne plus avoir d'acné? Carrément. Voir l'hirsutisme disparaître? Totalement. Je me demandais aussi quel effet a le tabagisme sur la sphère endocrinienne. Depuis plusieurs années, j'ai essayé d'arrêter de fumer et à chaque arrêt, je me sens d'abord molle comme fatiguée et à chaque reprise, je me sens fatiguée là encore. Merci de nous transmettre ce savoir si précieux. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir. Bon, tu me demandes si c'est favorable pour la fatigue, pour l'hirsutisme. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est favorable pour l'acné? Oui, bien sûr, parce que effectivement, quand on est en fatigue chronique, l'élimination, on va dire, par le système nerveux autonome est faiblarde. Donc, effectivement, ça ressort beaucoup plus par la peau au lieu de sortir par les reins. Je vous rappelle que les glandes surrénales, elles coiffent les reins. Et ces glandes surrénales, finalement, elles assurent aussi le fonctionnement rénal. Donc, l'épuration rénale se fera d'autant moins que la fatigue surrénalienne est installée. Donc, oui pour l'acné, oui pour l'hirsutisme. Je ne sais pas ce que tu me posais comme autre question. Par contre, alors, je voulais...
Effet. En fait, quand tu me parles de fatigue, je reprends ta question, je la retrouve plus, excuse-moi. Quand tu me parles de tes tentatives d'arrêter ça va se réouvrir. Voilà, l'éclair. Donc tu me posais comme question, excusez-moi, petit problème technique, tant que ça s'ouvre. Alors, gagner un peu de volume, reprendre du poids, oui, on a vu à quel point les processus assimilatifs étaient liés directement aux glandes surrénales, ne plus avoir d'acné, voir l'hirsutisme disparaître, oui. Tu te demandes aussi quel effet le tabagisme a sur la sphère endocrinienne. Il a plus d'effet sur la sphère nerveuse que sur la sphère endocrinienne. De mémoire, la nicotine est un agoniste de l'acétylcholine. Attends, on peut aller voir ça. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est un agoniste de l'acétylcholine. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Agoniste. On connaît le terme d'antagoniste et on connaît peu le terme d'agoniste. Agoniste, ça veut dire qu'il prend la place de. C'est-à-dire que il y a des récepteurs à l'acétylcholine. L'acétylcholine est un neurotransmetteur qui est utilisé dans tout le système nerveux autonome. Donc neurotransmetteur majeur du système nerveux autonome. Et qu'est-ce que vient faire la nicotine? Eh bien, elle vient prendre sa place et activer les récepteurs à l'acétylcholine. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un récepteur à l'acétylcholine. Un récepteur, quelque part, c'est un site actif qui attend de recevoir l'acétylcholine pour être activé et jouer son rôle. La nicotine va venir et elle va prendre le rôle de l'acétylcholine pour jouer ce rôle-là. Donc, on a besoin de moins d'acétylcholine, de production de moins d'acétylcholine dans l'organisme pour arriver au même but et à la même activation des récepteurs à l'acétylcholine, puisque la nicotine fait ce travail-là. Quand on arrête la cigarette d'un seul coup, on arrête la nicotine. Or, pour que les productions d'acétylcholine redémarrent, il faut du temps. Et pendant tout ce temps, donc on est en sous-production d'acétylcholine, on est en fatigue, on est en manque, crise de manque liée à cette non-stimulation du système nerveux. Donc là, la nicotine, c'est la cigarette, a un effet non pas sur le système endocrinien, bien qu'elle en ait d'effet sur le système endocrinien, mais majoritairement sur le système nerveux. Et donc ta question, elle était... Tu te sens d'abord molle comme fatigué, effectivement, manque d'acétylcholine, manque de production d'acétylcholine. Et à chaque reprise, je me sens fatigué là encore. Là, je dirais que c'est plus par saturation de tout le système éliminatif. Parce qu'effectivement, il y a la nicotine, mais il y a les goudrons et ainsi de suite. Et tout ça, ça va venir polluer au niveau des poumons. Et donc, il y a un travail de résistance. Je veux dire, la cigarette est un processus hautement agressif, inflammatoire, acidifiant pour le corps. Dès lors, dès qu'on fume, il y a une réaction de protection. Donc, ça va venir tirer de l'énergie. Pensons bien que chaque fois que l'on demande de l'énergie au corps, chaque fois que l'on tire sur le système nerveux autonome, il y a un épuisement, il y a une fatigue, surtout si on a des réserves qui sont très très faibles. Alors, autre question. Bonjour Thierry, alors c'est une question d'Irène. Suite au choc du décès de mon mari, plusieurs soucis sont apparus. Un psoriasis du cuir chevelu, je n'ai pas de démangeaison. La BPCO, donc obstruction chronique des bronches et des poumons, m'ennuie fortement les nuits car je tousse énormément, surtout quand le temps est humide. J'ai commencé les jus de légumes et de fruits depuis un mois. Peux-tu m'apporter des éclaircissements sur mes problèmes? Que ce soit psoriasis, que ce soit BPCO, que ce soit toutes ces pathologies de l'encrassement, parce que psoriasis c'est un encrassement au niveau sous-cutané, directement sous-cutané, BPCO c'est un encrassement au niveau pulmonaire, ça ne dit qu'une seule et même chose, c'est faiblesse du système éliminatif, donc du système nerveux autonome, faiblesse qui va amener finalement à un défaut d'élimination. Donc tu as eu le décès de ton mari, donc choc psychologique qui draine de façon majeure de l'énergie dans les glandes surrénales parce que tu vas te retrouver en situation de lutte ou fuite. Peut-être que cette situation elle continue alors même que le décès maintenant est passé. Pourquoi? Parce que tu es
prise dans cette boucle infernale de production de cortisol, et donc ça vaudrait peut-être le coup de te soumettre à un programme de massage, de régénération, de relaxation, qui va permettre de sortir de ce stress endogène, hein, parce qu'il y a l'élément lui-même, hop, la mort d'un proche, la mort soudaine, la mort accidentelle, telle que je le comprends, d'un proche, et ensuite, il y a tout ce que ça va générer au niveau de l'individu, c'est-à-dire que si ce stress perdure, eh bien, on va avoir, alors même qu'on semble avoir dépassé l'événement, eh bien, on va avoir le catabolisme qui va continuer, on va avoir cette action destructrice du stress qui va perdurer. Donc moi, la première des choses que je ferai, c'est effectivement de régénérer tout ça. Il faut bien comprendre que chaque fois qu'il y a obstruction dans le corps, il y a deux phénomènes. Il y a à la fois trop d'apport de matière étrangère, obligatoirement, et il y a faiblesse du système éliminatif qui va faire que finalement, on ne va pas éliminer les produits de manière adéquate. Alors, Nicolas, à Bali, par rapport à j'ai une question sur les pics de cortisol. Depuis 2004, je suis en fatigue chronique et j'ai passé des périodes au début où je n'arrivais pas à me réveiller le matin, comme l'explique souvent Thierry. Ok, donc typique, faiblesse du cortisol. D'autres périodes où je me réveillais le matin plus ou moins bien avec des gros pics de longue fatigue dans la journée. Oui, comme je l'ai dit, finalement, la dérégulation des fonctions du cortisol, finalement, elle se fait de façon très progressive. Et des fois, c'est un peu aberrant comme cycle. Tellement délirant que j'ai dû prendre des somnifères. Maintenant, j'en suis à un point de sommeil artificiel où il m'arrive de me réveiller à 4 h du matin et des fois à 7 h, avec un grand besoin de retourner dormir artificiellement 2 heures après le premier lever. Ça, c'est le problème. Quand on commence à mordre dans les somnifères, les seuls somnifères, alors mis à part les plantes médicinales, hein, les plantes médicinales, déjà, ça aide bien. Hein, tout ce qui est valériane, escolzia, passiflore, houblon, camomille. Là déjà avec ces 7 plantes vous avez quelque chose. Vous avez aussi le kava kava qui est une plante extraordinaire qui n'est malheureusement pas autorisée en France mais qu'on peut se procurer quand même à l'étranger. Le kava kava qui est une super relaxante du système et qui met en valeur le système parasympathique et qui force un petit peu l'individu dans le système calme contact, qui est vraiment très intéressante. Après, en cas limite, la dernière des choses à faire, en tout cas la plus puissante, c'est la mélatonine. Prendre de la mélatonine, vraiment dans les cas d'insomnie. Mais au-delà de ça, après on rentre vraiment dans des molécules qui sont hyper actives et desquelles on va avoir du mal à se passer et qui vont induire cette espèce de phénomène. Moi je dirais que dans ces cas-là, pour reprendre un peu la main, il faut tout remettre à plat, accepter des longues périodes de non-sommeil, arrêter les somnifères, systématiquement arrêter, les remplacer au début peut-être par de la mélatonine. Mélatonine, on peut monter jusqu'à, de mémoire, 4 mg à peu près, hein, de 2 à 4 mg, même si les doses actuellement sont de 2 mg, on peut monter jusqu'à 4. Mais voilà, reprendre la main là-dessus. Si je ne prends pas les somnifères, je rentre à nouveau dans un état délirant de spirale de fatigue où toute information prend des dimensions difficiles à contrôler. Donc ça parle d'une faiblesse énorme des glandes surrénales, très faible production de noradrénaline, et ainsi de suite. Comment se fait-il que depuis 10 ans, les symptômes de fatigue changent? J'ai diminué les smoothies et grosses prises de fruits et j'ai augmenté les feuilles vertes en jus et à manger et ça va un petit peu mieux. Ouais, tout à fait, parce que tu prends plus de minéraux, effectivement, tu t'adaptes. Alors comment se fait-il? Je ne connais pas déjà ce qui se passe dans ton environnement, voir s'il n'y a pas des facteurs stressants dans ton environnement. Après, le truc, c'est que si tu dors avec un sommeil artificiel, je vais te dire, c'est simple, hein, ta récupération et ta régénération surrénale, ou quasi. C'est pour ça que le sommeil artificiel est vraiment à fuir parce qu'il ne fait qu'aggraver le problème. Il ne fait qu'aggraver en désynchronisant complètement l'horloge biologique du corps et en nous poussant encore plus. Je veux dire, la meilleure manière de retrouver le sommeil, plouf, commencer la meilleure manière. Premièrement, se mettre en bonne condition, c'est-à-dire diminuer l'intensité lumineuse le soir. Prendre des plantes médicinales, valériane, houblon, escolzia, passiflore qui vont aider. Se faire des bains de pied au bicarbonate de soude, se faire des massages. Tout ça, ça va vraiment favoriser l'endormissement. Au besoin, dans le pire des cas, utiliser un peu de mélatonine pour s'endormir. Mais aller au-delà, pour moi, c'est extrêmement dangereux parce que là, on va franchir le cap
qui permet la régénération surrénale. Et là, au contraire, on va épuiser, on va épuiser, on va épuiser encore. Donc ça, c'est la première des règles pour bien dormir. Ensuite, il y a tous les processus digestifs. La plupart des gens qui ont des problèmes d'endormissement, de réveil nocturne et ainsi de suite, c'est des troubles digestifs. Alors, qui peuvent être sourds, comme je vous l'ai dit, finalement, eh bien, il y a une innervation au niveau nerf sensoriel, au niveau des intestins qui est très faible. Donc, ce qui veut dire qu'on ne ressent pas ce qui se passe exactement. Et pourtant, il y a énormément de phénomènes qui se passent pendant la nuit. Et la plupart des gens qui se réveillent, qui ont du mal à dormir, c'est des problèmes de processus digestif. La première des règles, revenir à une alimentation physiologique basée sur les fruits et les légumes crus, sur les jus de légumes qui vont être extraordinaires pour reconstruire un peu cette muqueuse intestinale, cette membrane intestinale. Moi, je prendrais du balai intestinal histoire de balayer tout ça, peut-être un petit peu de charbon actif, peut-être un petit peu d'argile histoire de nettoyer, voir un petit peu s'il n'y a pas des gaz qui doivent être captés un petit peu. Et là, déjà, tu vas avoir une bonne base pour travailler sur l'insomnie. Et ne pas accepter de fonctionner à partir des médicaments chimiques qui vont ne faire que aggraver le phénomène, même si je comprends qu'effectivement la situation est difficile actuellement. Alors, une question de Jean-Claude. De gros problèmes de crise de colique néphrétique m'ont empêché de suivre, oui je me souviens, les 2 autres parties de premier stage à Paris. J'ai eu la chance de voir les vidéos. Tu es depuis ce temps dans une période de vie extrêmement difficile. J'ai fait beaucoup d'écarts par rapport à mon nouveau mode de vie et d'alimentation sans la force de pouvoir maîtriser ces chutes. Ben, c'est un peu la difficulté. C'est plus on est fatigué, moins la notion de volontarisme fonctionne parce qu'on n'a pas de système nerveux sur lequel s'appuyer. Donc déjà, et d'un. Deuxièmement, plus on est en situation difficile par rapport à tout ce qui est salé, tout ce qui est gras, parce que on a cette faiblesse surrénalienne, je vous renvoie aux vidéos précédentes, et donc plus ça va être difficile. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel de se nourrir régulièrement sur la journée, de charger avec des jus et des légumes chargés en minéraux pour éviter finalement cette espèce de boulimie salée qui peut arriver en fin d'après-midi. Je suis aussi dans un état de fatigue chronique, plus diabète de type 2 et une énorme aboulie comme disent les psychiatres. Donc tu as compris, diabète de type 2, hein, c'est la résistance à l'insuline liée à une hypercortisolémie. Fatigue chronique, tu as vu le phénomène. Aboulie, c'est apathie, c'est absence de réaction. Je te dis, il y a toujours le facteur intestinal et le facteur surrénalien. C'est dans toutes les pathologies psychologiques, hein, on va dire, dans tous les cas de dépression, de déprime et ainsi de suite, il y a ces 2 phénomènes qui sont concomitants. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ces pathologies sont des pathologies digestives et endocriniennes uniquement. Me laver, faire les courses devient impossible. Je mange mal ou beaucoup moins bien qu'avant. Je suis dans une angoisse incroyable car je dois reprendre mon boulot vers le 15 septembre. Bon, tu vois, là pour le coup, je te proposerai, Jean-Claude, de faire un essai par exemple avec ce fameux safralite, hein, pour essayer déjà le safran, voire même, hein, moi ça m'est déjà arrivé pour des personnes, en fait, c'est une question de pragmatisme. Hein. J'aime bien me décrire comme un pragmatique, un pragmativore et un pragmatique. Si une personne est tellement épuisée, est tellement en dépression qu'elle est incapable de mettre en place la moindre réforme alimentaire, la première des priorités, c'est pas de mettre en place la réforme alimentaire puisqu'elle ne va pas y arriver. Hein. La première des priorités, c'est de la sortir de cet état de dépression. Si avec les plantes ça marche, c'est excellent. Si avec les plantes ça marche pas, moi j'ai accompagné des gens qui prenaient des faibles doses, très faibles doses d'inhibiteurs de recapture de la sérotonine, comme le déroxate par exemple, et qui avaient de très très bons résultats. C'était une béquille ponctuelle. Ces produits-là ne font qu'optimiser l'utilisation de la sérotonine, redonner un petit peu d'entrain, de pêche à l'individu, suffisamment pour qu'il ait la force, le désir, la volonté, la continuité pour mettre en place les réformes alimentaires. Parce que sinon c'est une espèce de cercle vicieux, on n'a pas la force de les mettre en place, hein, donc on s'épuise d'autant plus parce qu'on mange n'importe quoi, et c'est un cercle vicieux. Donc voilà le genre de cas, moi, dans lequel je pense que ça pourrait t'aider. Je pense que ça pourrait t'aider, Jean-Claude. Après, je dirais toujours la même chose. Massage. Oula, le vent se lève. Massage. Le massage va être essentiel pour toi. Massage. Bain de pied au bicarbonate de soude. Mais tout ça, ça sera une fois que finalement l'état de dépression et l'état de stress chronique sera enlevé. Donc, massage prioritaire avec peut-être du safran à essayer. Avec des plantes adaptogènes en très grande quantité, hein, pour régénérer les glandes surrénales.
avec des programmes de nettoyage intestinal, oui, si tu peux te payer des irrigations coloniques, c'est excellent. Et ça va être la base sur laquelle ensuite tu vas pouvoir construire. Je pense que ça, c'est quelque chose, voilà, on a fait le tour des questions. Bon, c'était un petit question-réponse, ça va. C'est quelque chose là qu'il faut vraiment avoir en mémoire, c'est qu'il ne faut pas se placer des challenges à cette hauteur si on n'en a pas la ressource. Hein. C'est toujours la difficulté finalement. On voit quelqu'un qui fait quelque chose et puis on se dit ouais mais moi je veux faire comme lui, je veux manger que des fruits. Moi je vais vous dire, je vais vous témoigner par exemple, là actuellement depuis des semaines, on va dire quasiment que je fonctionne qu'en mangeant des pastèques toute la journée. Mais ça, il y a quelques années, ça m'aurait été impossible. C'était pas une question de je suis fort maintenant et je l'étais pas avant. C'est juste que mon état physiologique fait que actuellement c'est parfaitement adapté pour moi, alors qu'à l'époque, j'avais pas la ressource surrénale, j'avais pas la ressource en aldostérone et ainsi de suite pour traiter uniquement des fruits sur toute la journée. Et la plupart des gens qui se régénèrent et qui se reposent me disent la même chose. Ils me disent voilà, je découvre avec le repos, je découvre que finalement, eh bien, je peux fonctionner avec des fruits beaucoup plus longtemps sur la journée. Oui, parce que le fruit est l'aliment physiologique par essence de l'humain, mais oui, si on est absolument fatigué, eh bien on peut se retrouver en difficulté pour tolérer ces fruits. Hein, c'est comme l'histoire de l'eau, c'est comme l'histoire de tout ça. On ne vit pas dans un monde intellectuel, on vit dans un monde pragmatique avec des individus, avec des histoires de vie, avec des états qui ne sont pas les mêmes. Et il s'agit de s'adapter, il s'agit vraiment d'accompagner ça. On n'est pas dans une logique du volontarisme. Il ne faut pas parler de volontarisme d'un individu qui est épuisé. C'est la dernière des choses qu'il pourra solliciter. Il n'y a pas de volontarisme. Donc il va falloir mettre en place des petites béquilles, des petits soutiens, de manière à porter cette personne, à la soutenir. Le relais familial, le relais amical est important, est extrêmement important. Le soutien, préparer les plantes, préparer les jus pour ces personnes-là, les masser, c'est important. Et il va falloir faire comme un petit être faible finalement, qu'il va falloir soutenir au début. Soutenir jusqu'au moment où il aura assez de puissance pour partir de lui-même. Et à ce moment-là, la spirale sera partie, la spirale sera enclenchée et vertueuse. Mais au départ, on a besoin de soutien. Et donc, c'est à chacun de trouver la dose de soutien. J'espère qu'au travers de ces vidéos, vous avez beaucoup d'éléments. Hein. En tout cas, je m'efforce de donner tous les éléments que je peux donner. Grâce à l'iridologie, maintenant, vous pouvez aller voir dans vos yeux, savoir est-ce que c'est les surrénales, est-ce que c'est les intestins qui pêchent le premier, est-ce que j'ai pas une candidose, même sans rentrer dans un grand détail. Donc vous avez vraiment tous les outils là qui sont disponibles. On va encore faire quelques petites vidéos de ci de là avant la fin pour la fatigue chronique. Je vais vous apporter encore quelques éléments du puzzle, j'espère. Merci pour votre soutien, merci pour le relais, merci pour la fougue, le feu, la joie et l'enthousiasme que vous avez à partager ces vidéos, à porter cette bonne parole de la régénération, parce qu'effectivement, il y a des mentalités à changer, il y a des maladies contre lesquelles je ne voudrais plus qu'on ait à lutter, parce que ce sont des maladies de l'ignorance, ce sont les maladies de la mécompréhension, ce sont les maladies de l'idéologisation et de la dogmatisation, et ces maladies-là, on ne devrait même plus en entendre parler. Et donc il est important, toutes les maladies digestives, c'est juste des maladies liées à une aberration sur notre mode de vie. Merci de porter ce message, merci de transmettre ça avec fougue et avec courage.